3 mois après leur installation dans la villa abandonnée depuis longtemps, nichée au cœur de la campagne, Aya, 8 ans, surprit sa mère en murmurant « Elle ne devrait pas être enterrée avec moi ». Au début, Amelia prit cela pour une simple illusion, jusqu'à ce que la main tremblante d'Aya dessine un petit garçon prisonnier d'une obscurité implacable et, à côté de lui, le visage d'une femme se tord dans un cri silencieux derrière une porte verrouillée. Inspirée par les croquis hantés de sa fille, Amelia déplaça une vieille étagère et découvrit, cachée dans l'ombre, une chambre secrète. À l'intérieur se trouvaient des ossements fragiles, un échantillon brodé portant le nom de Jonah et une lettre de suicide maculée de sang qui n'avait jamais été envoyée. À cet instant, un enfant oublié depuis longtemps trouva enfin une voix, et la vérité ne put plus rester en sommeil. Lors de la première soirée d'automne dans ce lieu étrange, l'air était chargé d'une odeur de feuilles mortes et d'un froid humide qui s'infiltrait sous les manches d'Amelia. Avant même d'avoir coupé le moteur, elle sentit le silence pesant de la villa, le temps ici ne s'écoulait pas, il pourrissait sur place. La façade de Holloway Villa se dressait telle une sentinelle silencieuse, ses vitres marbrées de crasse, sa peinture s'écaillait en flocons frisottés, et le lierre étranglait la maçonnerie telle des doigts squelettiques. Aucun chant d'oiseau ne flottait dans l'air, ni l'arôme accueillant du foyer et de la cuisine, seul le profond silence de l'abandon régnait. Amelia ouvrit sa porte et s'avança sur le porche d'allée, l'écho de ses pas étouffé par le silence. Elle fit demi-tour pour aider Aya à sortir de la voiture, mais sa fille ne répondit pas. Au lieu de cela, les grands yeux ambrés d'Aya restèrent fixés sur la villa, comme à l'écoute de voix que personne d'autre n'entendait. « On entre, ma chérie ?» demanda Amelia en lui tendant la main. Aya plaça ses doigts pâles dans la paume de sa mère froide comme le gel et se glissa silencieusement devant elle dans le hall. À l'intérieur, une fine couche de poussière recouvrait chaque surface, mais la structure de la maison était intacte, comme si ses anciens habitants étaient partis la veille. Quelques meubles anciens formaient un alignement solennel, et un tapis autrefois luxueux, usé et délavé, montait le grand escalier menant au 2e étage où Aya insistait pour entrer en premier. Amelia, valise à la main, la suivait avec prudence, le cœur battant à tout rompre face au silence surnaturel qui faisait résonner à ses oreilles chaque léger craquement du plancher. En arrivant dans la chambre principale, Aya s'arrêta devant une étagère pleine de livres. Elle resta immobile, effleurant du bout des doigts une couche de poussière sur l'étagère du haut avant de reculer comme brûlée. Pourtant, aucune peur ne traversait son visage, seulement la concentration. « Aya » appela Amelia doucement. La jeune fille ne se retourna pas, au lieu de cela, elle se laissa tomber par terre, serrant ses genoux contre elle, fixant l'étagère avec émerveillement. Amelia s'agenouilla près d'elle. « Que vois-tu » murmura-t-elle. La voix d'Aya était à peine audible, elle est là. C'était la première phrase claire qu'elle prononçait dans leur nouvelle maison. Cette nuit-là, Amelia resta éveillée, non pas à cause des craquements ou des poutres qui bougeaient, mais à cause de l'absence totale de bruit. Pas de souffle d'air à travers les vitres brisées, pas de souris qui rôdaient dans les murs, juste un silence si complet qu'Amelia crut presque rêver. De temps à autre, elle sentait le corps d'Aya se presser contre le bord de son lit, ses lèvres murmurant à voix basse. Lorsqu'Amelia borda les couvertures et demanda « Chérie, tu rêves ?» Aya répondit d'un ton grave « Elle ne devrait pas être enterrée avec moi. » Chaque mot semblait proféré d'un autre monde, froid et insistant. À l'aube du 2e jour, une voisine nommée Ruth traversa les champs pour les accueillir. Cheveux argentés et burinés, le regard perçant comme du silex et la voix semblable à des bottes de cavalerie sur du gravier, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur de la villa et soupira. « Cet endroit est vide depuis plus longtemps que je n'ai vécu, dit-elle. Les Holloway sont partis précipitamment. Mais quand j'étais petite, on entendait un enfant pleurer dans ces couloirs, surtout la nuit. Des pas au-dessus de ma tête, même si personne n'habite au 2e étage depuis des décennies. » Amelia parvint à esquisser un sourire poli et gêné. Aya était assise sur le porche, son carnet de croquis sur les genoux. « Les souris ne murmurent pas, maman » observa la petite fille à voix basse, et Ruth se contenta d'acquiescer. La 3e nuit, Amelia se retrouva à marcher sur la pointe des pieds dans le couloir à 3 heures du matin, attirée par le léger frottement de la chaise d'Aya sur le sol. Elle trouva sa fille assise devant la bibliothèque, la tête penchée, les lèvres frémissantes dans une conversation silencieuse. « Qu'est-ce que tu écoutes, ma chérie ?» demanda Amelia, le cœur battant. La réponse d'Aya flotta comme un souffle, « Il a faim. » Mais personne n'apporte d'eau. Ces mots frappèrent Amelia comme un couteau de glace. Quelque chose ou quelqu'un avait été abandonné à la famine dans les recoins cachés de cette maison. Les jours suivants, Aya s'installait devant cette bibliothèque et restait immobile pendant des heures, sans parler ni dessiner.
Lorsqu'Amelia tentait de la convaincre de s'éloigner, Aya murmurait « Je t'écoute » et se préoccupait des voix silencieuses qu'elle seule percevait. L'émerveillement d'Amelia laissa place à une terreur grandissante. Il semblait que la villa abritait un souvenir si puissant qu'il traversait le temps et Aya, avec sa sensibilité unique, en était l'unique témoin. Ce week-end, alors qu'elle rangeait un bureau poussiéreux dans son bureau, Amelia découvrit une vieille photo cachée dans un tiroir usé. On y voyait un homme élégamment vêtu d'un costume des années 70, debout à côté d'un petit garçon dont le regard lui semblait étrangement familier. Amelia en retint le souffle, elle avait vu ces mêmes yeux tristes dans les dessins d'Aya. Elle trouva sa fille perchée sur le rebord de la fenêtre, le regard fixé sur les bois qui s'avançaient. « Que vois-tu, mon cœur » demanda-t-elle doucement. Aya ne se retourna pas, mais sa voix était ferme, elle est toujours là, près de la bibliothèque. Elle ne partira pas tant qu'elle ne l'aura pas retrouvée. Lundi matin, la pluie fouettait le toit à un rythme soutenu, projetant des ruisselets à travers les tuiles cassées. La maison semblait lourde, comme alourdie par des années de secret. Aya était assise au centre de la chambre principale, une lumière pâle l'entourant, une pile de pages blanches et des crayons de cire usés à ses côtés. Elle dessinait d'un trait précis, un enfant ligoté et recroquevillé dans l'obscurité la plus totale, et à côté de lui une femme, les cheveux en bataille, la bouche figée dans un cri silencieux ou une image de désespoir trop vive pour l'imagination d'un enfant. « Qui t'a appris à dessiner ça » demanda Amelia, la voix tremblante. Aya soutint son regard et murmura « Personne ne m'a appris. Je dessine juste ce que je vois. » Plus tard, dans le calme de la cuisine, Amelia parcourut page après page les croquis d'Aya, chacun offrant une fenêtre sur une âme prisonnière, une pièce nue sans fenêtre, un lit en lambeaux, une couverture ornée d'un seul gîte, et toujours ces mêmes silhouettes, se tendant sans jamais se toucher. La pitié et la résolution la submergeaient. Ce n'était pas un récit imaginaire, c'était l'histoire qui s'exprimait à travers le don extraordinaire de sa fille. Le lendemain matin, Amelia apporta une sélection de dessins au docteur Reynolds, le psychologue pour enfants qui suivait Aya depuis leur enfance. Après les avoir étudiés dans un silence pensif, il leva les yeux. Est-ce que quelqu'un lui a raconté des histoires de fantômes ou lui a montré des récits de souffrance, demanda-t-il. Non, répondit Amelia. Elle suit à peine les dessins animés. Le docteur Reynolds hocha lentement la tête. Je ne crois pas aux fantômes, mais je crois que notre cerveau peut enregistrer et rejouer les échos émotionnels laissés dans un lieu. Pour une personne autiste, ces empreintes peuvent devenir des expériences saisissantes, presque comme si elles canalisaient les souvenirs d'une autre personne. Amelia ressentit un frisson de compréhension. Ces dessins n'étaient pas l'invention de sa fille, mais l'angoisse persistante de quelqu'un qui avait vécu ou était mort entre les murs froids de la villa. En rangeant le carnet, Amelia comprit que ce douloureux acte d'écoute avait un but, libérer enfin cet enfant perdu. Cet après-midi-là, Amelia rentra chez elle, désemparée, les pensées tourbillonnant comme des feuilles dans la tempête. Elle glissa le carnet de croquis dans un tiroir et le ferma, déterminée à cacher à Elliot le tremblement de ses mains et la peur qui l'habitait. Plus tard dans la soirée, tandis qu'elle remuait la marmite frémissante sur le feu, une voix étouffée résonna dans l'air. « Ne ferme pas la porte à clé. Ne ferme pas la porte à clé. » Amelia se figea. Le murmure résonna à nouveau, pressant et ténu. Elle posa sa cuillère en bois et suivit le son jusque dans le couloir. Elia s'assit par terre, sur le seuil, les genoux serrés contre sa poitrine, les yeux écarquillés et fixes. Elle murmura sans cesse la même supplication. Amelia s'agenouilla près de sa fille et lui prit la main, d'une voix douce et inquiète. « Ma chérie, qui parle ?» Les lèvres d'Elia tremblèrent. Elle crie, mais personne ne l'entend, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Ils ont verrouillé la porte. Elle veut juste le serrer dans ses bras une dernière fois. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Amelia. Elle prit sa fille dans ses bras, la peau glacée de l'enfant contre sa joue, et sentit le froid s'infiltrer jusqu'à ses os. Après avoir bordé Elia et l'avoir bercée jusqu'à ce que sa respiration se calme, Amelia retourna au tiroir. Le carnet de croquis reposait tranquillement sous les autres, mais lorsqu'elle l'ouvrit, un dessin tout neuf se trouvait dessus. Cette fois, le garçon sur la photo gisait immobile sur le sol, les yeux fermés, une petite main posée sur son cœur. À côté de lui, une couverture en lambeaux, brodée d'un gis bouclé, était effilochée sur les bords. Dans l'écriture inégale d'Elia, une seule ligne était griffonnée, il s'appelle Jonas. Les larmes brouillèrent la vision d'Amelia. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux clos, seulement une profonde tristesse, un vide,
qu'aucun enfant ne devrait jamais supporter. Elle pressa ses lèvres contre la page et murmura, comme si elle invoquait un fantôme, « Jonas, qui es-tu, et que t'est-il arrivé ?» Derrière elle, le miroir s'embua légèrement, et Amelia crut apercevoir la silhouette d'une silhouette debout parmi les dos des livres, attendant d'être découverte. À 3 heures du matin, l'horloge sonna dans le silence épais. Bien que la pluie ait cessé, une odeur humide de moisi persistait sur chaque surface, comme si les vieux murs exhalaient des souvenirs de décennies oubliées. Amelia se réveilla en sursaut, certaine que quelque chose dans le silence avait changé ou une présence subtile, muette mais indéniable. Elle se glissa hors du lit et se dirigea doucement vers la porte de sa chambre, l'entr'ouvrit et jeta un coup d'œil dans le couloir. La veilleuse brillait faiblement, et le lit d'Elia était vide. Amelia retint son souffle non pas par peur du danger, mais par la certitude que sa fille ne quittait jamais ce lit la nuit sans une invitation qu'elle ne pouvait ignorer. Elle se faufila dans le couloir jusqu'à ce que la porte de la chambre d'Elia se dresse devant elle. Collant son oreille à l'entrebâillement, elle vit sa fille immobile, sa petite main caressant les boiseries de la grande bibliothèque qui dominait le mur. Le bout des doigts d'Elia plana entre 2 étagères, comme s'il touchait une porte dissimulée dans le grain. Amelia n'osa pas crier, elle regarda la main droite d'Elia se plaquer contre la surface, puis prendre quelque chose de caché, et d'une voix chargée de décennies de silence non plus la voix douce de sa fille, mais un murmure rauque dire, il verrouille la porte. Le cœur d'Amelia battait fort. L'air autour d'elle était devenu anormalement froid. Il ne veut pas qu'on l'appelle père, ajouta Elia, chaque mot traînant comme une chaîne. S'avançant comme on s'approche d'une bête endormie, Amelia murmura, la voix tremblante, Elia. À l'appel de son nom, Elia se retourna, les yeux brillants d'une étrange connaissance. Ce n'était pas le regard avide d'une petite fille en train de jouer, mais le regard hanté de quelqu'un revivant une vie qui ne lui appartenait pas. Amelia tomba à genoux et serra sa fille dans ses bras. Elia se pencha, mais son regard resta fixé sur le mur, comme si elle attendait une réponse à tout moment. Lorsque la faible lumière de l'aube filtra à travers les rideaux, Amelia se leva, déterminée à découvrir la vérité. L'étagère était immense, des panneaux d'acajou s'élevaient presque jusqu'au plafond, tapissant 2 murs entiers. Son poids pesait sur un sol légèrement affaissé, signe silencieux que quelque chose se cachait en dessous. Amelia retira une rangée de volumes poussiéreux et braqua sa lampe torche dans une fine fissure, révélant le contour flou d'une porte cachée, recouverte d'innombrables couches de peinture. Elle agrippa les bords de l'étagère et tira de toutes ses forces. Elle refusa de bouger, comme si quelque chose à l'intérieur s'accrochait désespérément à sa cachette. Elle frappa le bois avec sa lampe torche, l'écho sourd évoquait un espace secret au-delà. Couvert de toiles d'araignée et d'échardes, elle s'essuya les mains et baissa les yeux pour voir Elia dessiner près de la fenêtre, sa petite voix lui parvenant. Il est là-dedans. Il pleure beaucoup. Cette nuit-là, Amelia était assise près du lit d'Elia, les nerfs tendus par l'impatience. Alors que l'aiguille des minutes avançait au-delà de 3h15, les yeux d'Elia s'ouvrirent, clairs et calmes. Il ne veut pas que quiconque le sache, dit-elle. Il dit que si on l'appelle, père, il mourra de faim. Amelia sentit la pièce tourner. Qui est-il, mon cœur, murmura-t-elle. Elia fixa simplement l'étagère et, à ce moment-là, Amelia sut que l'obscurité l'attendait derrière ce mur, une mort oubliée, une supplication étouffée, un enfant innocent à qui on refusait une dernière étreinte. En milieu de matinée, Amelia avait appelé Monsieur Davis, un vieux charpentier dont les mains se souvenaient encore du toucher du bois et des clous. Il fronça les sourcils en entrant. Cet endroit n'a pas vu d'air frais depuis des années, dit-il. Silencieuse, Amelia le conduisit à l'étage. Ils se mirent à dévisser les vis de la base une par une. Les filets rouillés grinçaient comme de vieilles clés contournes. Davis marqua une pause, jetant un coup d'œil en arrière comme si les murs pouvaient parler. « Tu es sûr de vouloir déranger ça ?» Amelia le regarda dans les yeux avec une détermination inébranlable. « Il faut que je sache. » Après une heure de craquement et de tension, la grande étagère se libéra en tremblant. Un fin nuage de poussière jaillit, les enveloppant tous deux de gris. Derrière lui se trouvaient les boiseries oubliées et, nichées au centre, une petite porte à hauteur de taille, dont les contours étaient à peine visibles. Amelia s'agenouilla et épousseta la crasse. Le loquet, lorsqu'elle tenta de l'actionner, claqua dans sa main, libérant un souffle fétide si dense qu'il semblait vivant. Davis recula. Mieux vaut laisser ça de côté. Amelia hésita un instant. Dans la minuscule pièce, noire comme le vide, elle s'avança. Le plancher grinça sous son poids, mais résista.
Puis elle les vit, recroquevillé sous les poutres pourries gisait le squelette d'un enfant, aux traits érodés par le temps mais indéniablement humain. Pas de vêtements, pas de chaussures, juste une couverture usée brodée d'un jet bleu, à moitié rongée par la moisissure. Les genoux d'Amélia fléchirent et elle s'agenouilla près des minuscules restes. Des larmes coulèrent librement, témoignage mélancolique d'une histoire enfouie trop profondément pour être mémorisée. Près des os, grand comme une main, elle aperçut un morceau de papier épinglé sous une brique renversée. D'une main tremblante, elle le souleva dans la faible lumière et à cet instant, Amélia comprit que la porte, restée si longtemps verrouillée, s'était enfin ouverte. Le papier était cassant à force d'âge, ses bords se recroquevillaient comme s'il reculait devant les secrets qu'il renfermait. Quelques traînées de sang séché marquaient encore sa surface, faibles échos d'une tragédie. D'une écriture tremblante, le message implorait, si quelqu'un lit ceci, s'il vous plaît, ne me traitez pas d'illégitime. J'ai un père, et mon père m'a tué. Amélia sentit les mots la transpercer comme de la glace. Elle recula en titubant, le souffle court, comme si la réalité elle-même avait basculé sous ses pieds. La petite pièce, autrefois habitable, mais désormais souillée par la mort, sembla tourner autour d'elle. Au-dessus d'elle, le plafond bas la pressait, autour d'elle, les ombres semblaient vibrer d'un chagrin silencieux. Puis une main froide se referma sur la sienne. C'était Elia. Elle se tenait derrière sa mère, immobile et silencieuse, depuis on ne sait combien de temps. Ses grands yeux ne trahissaient aucune peur, seulement une tristesse sourde qui semblait bien au-delà de ses 8 ans. « Comment es-tu entrée ici » murmura Amélia. Sa voix tremblait tandis qu'elle serrait la main de sa fille. Elia ne répondit pas. Son regard se porta sur le papier dans l'autre main d'Amélia, cette phrase unique et déchirante lui frappant la poitrine comme un marteau. Les genoux d'Amélia fléchirent et elle s'affaissa sur le sol poussiéreux, serrant Elia contre elle. Cette fois, ses larmes coulèrent, submergées par une autre douleur, une douleur qui s'infiltrait jusqu'aux os. Tout l'après-midi, Amélia travailla dans un silence presque total. Elle enveloppa le mot taché dans une couverture délavée, puis le déposa délicatement, ainsi que les quelques os éparpillés, dans une petite boîte en bois, la recouvrant comme pour protéger l'esprit de l'enfant. Devant la porte, Elia était assise en tailleur sur le sol, dessinant en silence. Le dessin du jour était différent, une femme aux cheveux bouclés et en bataille serrait contre elle un garçon effrayé, ses larmes coulant en lignes chatoyantes. Autour d'eux, elle avait peint un halo d'un jaune chaud, la seule lumière vive des récents dessins de la jeune fille. Amélia aperçut l'image à travers l'ouverture de la porte. Sans demander son avis, elle se glissa dehors, s'agenouilla près d'Elia et posa sa main sur la tête de la jeune fille. « On trouvera bien un moyen pour qu'elle puisse à nouveau sentir ses bras, » murmura-t-elle. Elia leva les yeux et fit un petit signe de tête, son premier véritable signe d'espoir. Cette nuit-là, Amélia resta éveillée, 1000 questions bourdonnant dans son esprit comme des insectes furieux. Qui était ce père qui avait enfermé son fils? Qu'est-ce qui l'avait conduit à mourir de faim? Comment personne en ville n'avait-il rien remarqué pendant des décennies? Comment une famille pouvait-elle construire une bibliothèque sur la tombe d'un enfant et prétendre que le silence était normal? Ce n'étaient pas de simples oublis, c'étaient des crimes enfouis sous un déni profond. Amélia serra les poings jusqu'à ce que ses ongles lui rongent les paumes. Elia, cependant, semblait étrangement calme. Depuis la découverte de la pièce secrète, elle n'avait plus dessiné ni exprimé sa peur. Chaque fin d'après-midi, lorsque la lumière dorée s'estompait et que les ombres du porche s'épaississaient, elle se glissait par la porte de derrière et marchait vers la forêt. Personne ne lui avait indiqué le chemin, elle s'en allait simplement, ses petits pieds flottant presque au-dessus du sol, comme si elle craignait de déranger quelque chose d'ancien et de endormi. Au début, Amélia craignit qu'il ne s'agisse d'un traumatisme, d'une enfant cherchant à reprendre le contrôle. Mais le 3e jour, en regardant Elia se déplacer sans effort dans les broussailles épineuses d'un pas presque respectueux, elle sentit une guidance plus profonde à l'œuvre. Sans l'interrompre, elle recula et suivit, chacune de ces foulées silencieuses les entraînant plus loin dans la forêt inexplorée. Ils arrivèrent à un tertre bas et arrondi, enfoui sous la végétation et à moitié caché. Écartant les vignes tordues, Amélia aperçut les pierres effondrées d'un puits englouti. L'ouverture sombre s'ouvrit devant eux, son bord marqué par la mousse, tel un œil immobile empli d'un vieux chagrin. Elia s'agenouilla au bord et posa la paume de sa main à plat sur l'herbe humide. D'une voix à peine plus forte qu'une brise, elle murmura « Elle est là ». Amélia n'avait pas besoin de demander qui, elle le savait déjà. Quelques jours plus tard, un permis fut accordé. Amélia présenta la note, la pièce cachée et même le dossier médical d'Elia aux preuves que quelque chose d'indicible se cachait là-dessous.
par une matinée humide, en l'absence de journalistes, 2 détectives, un médecin légiste et Amelia se tenaient main dans la main avec Elia à l'entrée du puits. Tandis qu'il retirait couche après couche de terre, une odeur âcre montait, sueur, terre, sang et os. Arrivé au 3e niveau de terre, le spécialiste s'arrêta. Il découvrit un squelette adulte, le crâne brisé, les côtes brisées, les poignets liés par une corde décomposée. Une épingle à cheveux en forme de chrysanthème blanc, dont les pétales de laiton étaient ternis mais intacts, claquait doucement contre les pierres. Amelia sentit une expiration silencieuse, comme si la forêt elle-même libérait un souffle retenu. Pas de villageois, pas de personne en deuil, seul le silence des arbres témoignait de ce mal longtemps caché. Elia lâcha la main de sa mère et s'avança, comme appelée par une intuition intérieure. De sa poche, elle sortit un chrysanthème blanc, aux pétales purs et éclatants, et le déposa délicatement sur la brique froide. Elle déplia un tissu brodé récupéré dans la pièce secrète et le plaça à côté de la fleur aux 2 symboles unissant la mère et l'enfant, enfin réunis dans le souvenir. Amelia observa en silence, les mots étant superflus. Après un moment d'immobilité, elle s'agenouilla, le visage entre les mains, et laissa le chagrin qu'elle portait se libérer en larmes non pas de peur, mais de compassion pour une vie trop tôt effacée. Avoir perdu un enfant était déjà une souffrance suffisante, mais être la mère qui n'a même jamais tenu son bébé dans ses bras dans la mort, Amelia avait du mal à saisir l'intensité de ce chagrin. Ce soir-là, la maison était différente. Le silence pesant d'autrefois avait laissé place à un calme doux et lugubre, comme si le monde s'était arrêté pour honorer les morts. Elia était assise près de la fenêtre, déposant un autre chrysanthème dans un vase en céramique ébréché. Elle contempla la fleur longtemps après l'avoir posée, le visage serein non plus hanté, mais paisiblement apaisé. Amelia la rejoignit et, après un moment, elle demanda doucement, « Tu l'entends maintenant ?» Elia secoua la tête. « Non, dit-elle. Elle ne pleure plus. » Amelia lui serra la main. « Nous l'avons retrouvée, elle et son fils. » Pour la première fois depuis des jours, Elia sourit fragile, mais sincère. Ensemble, elles se relevèrent. Dans la lumière matinale trempée par la pluie, Amelia les conduisit à la bibliothèque municipale. Les fenêtres de la vieille boulangerie, de l'autre côté de la rue, étaient sombres et fermées. Les murs blanchis à la chaux avaient jauni avec le temps, et des fleurs en plastique fané se balançaient mollement devant les fenêtres. À l'intérieur, l'odeur du papier moisi et du bois verni était suffocante, le tombeau idéal pour des années de documents oubliés. Au bureau, une bibliothécaire âgée aux cheveux argentés observait par-dessus ses lunettes le visage déterminé d'Amelia. « J'ai besoin de voir quelque chose sur la famille Hollet des années 1970, dit Amelia d'une voix calme mais ferme. Le pouls de la bibliothécaire s'accéléra. Myriam Hollet, murmura-t-elle, se remémorant des rumeurs vieilles de plusieurs décennies, une jeune servante noire avait disparu de la grande villa. Les journaux avaient rapporté son départ volontaire avec un enfant illégitime, personne n'avait soupçonné le contraire. Amelia serra son sac plus fort. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Conduite vers les archives obscures du sous-sol, Amelia regarda le bibliothécaire ouvrir une armoire poussiéreuse intitulée « Holloway ». À l'intérieur se trouvait une pile de dossiers intacts. Les doigts d'Amelia tremblaient en les fouillant, jusqu'à ce qu'elle trouve un dossier abîmé, relié par une toile effilochée et une vieille corde de parachute. À l'intérieur se trouvaient 3 lettres à peine lisibles, maculées d'encre, signées seulement « Giolo ». Et en dessous, un certificat de naissance. Nom, Jonah Hollet. Date de naissance, 8 septembre 1970. Père, Arthur Hollet, nom officiellement reconnu. Mère, Myriam Anninsley. En bas, un avertissement manuscrit, ne pas divulguer au public à la demande de la famille Hollet. Amelia ferma les yeux, le cœur battant la chamade. Jonas avait un nom. Il n'était pas un orphelin anonyme, il portait le sang de celui qui l'avait condamné à mort. Enfin, même le silence du passé ne pouvait plus effacer leur histoire. Derrière le dossier officiel se trouvait une pile de papier jauni, des relevés de modification de données personnelles datant de 1972. La déclaration portait le nom d'Édouard Hollet, le fils aîné d'Arthur. Dans sa déclaration, il affirmait que, dans la nuit du 12 novembre 1971, Myriam Anninsley avait discrètement démissionné de son poste de domestique, emmenant avec elle un nouveau-né jamais enregistré légalement orphelin de naissance, et avait exigé la destruction de l'acte de naissance original. Amelia sentit son sang se glacer. C'étaient des faux, signés et scellés à une époque où personne ne se souciait de remettre en question les affaires des domestiques. Une poignée de signatures, quelques sceaux officiels, et 2 vies disparues des annales de l'histoire.
Soudain, la vérité la frappa, il ne s'agissait pas simplement d'un décès, mais d'un effacement délibéré. Elle s'affala sur la chaise la plus proche, les yeux fixés sur l'encre fanée, chaque mot saignant d'injustice. Chaque lettre semblait crier les protestations silencieuses d'une mère, chaque ligne faisait écho aux cris étouffés d'un enfant. Autour d'elle, l'air avait un goût de poussière, de moisie et de souvenirs oubliés. Une chaleur intense l'enveloppait, plus de peur, plus de doute, mais une détermination inébranlable. Personne n'avait le droit d'effacer le nom d'un enfant de la surface de la terre. Ce soir-là, une fois rentrée, Amelia étala tous les disques froissés sur la table. Je m'approchai, le regard attiré par un nom, Jonah Hawley. Demain, dit-elle d'une voix ferme, je porte ces choses devant les tribunaux. Tu fais ce qu'il faut, murmura Alia en appuyant sa petite main sur la ligne floue où était écrit, fils d'Arthur Hawley. C'était comme si elle prêtait allégeance à l'esprit de l'enfant. Il a enfin son nom, ajouta-t-elle doucement. Amelia serra la main de sa fille, ressentant dans ce simple geste le poids et l'honneur de restaurer une âme perdue. 3 jours plus tard, Amelia se présenta au greffe où étaient conservés les anciens dossiers d'état civil. Elle étala les documents et déposa une requête officielle pour une réouverture de l'enquête sur les disparitions de Myriam Anninsley et Jonah Hawley, en joignant les conclusions des expertises médico-légales de la crèche abandonnée et du puits profond derrière la villa. La réceptionniste haussa un sourcil incrédule. « Vous voulez vraiment ouvrir ça ? Personne ne devrait mourir 2 fois, répondit Amelia d'une voix douce. D'abord dans sa vie, puis dans les annales. La nouvelle de sa pétition se répandit rapidement dans la petite ville. Bien que les autorités n'aient fait aucune déclaration publique, des rumeurs circulaient selon lesquelles le squelette d'un enfant avait été découvert dans la villa et qu'un ancien certificat de naissance portait la preuve irréfutable que Jonah était le fils d'Arthur Hawley. Pendant des décennies, les habitants avaient fermé les yeux, à présent, ce silence collectif se brisait. Le 4e jour, Amelia alla au marché acheter des légumes et sentit immédiatement un changement d'atmosphère. Les conversations se turent à son passage, certains regards se détournèrent, d'autres la regardèrent avec un mélange de honte et de curiosité, comme si la vérité longtemps enfouie avait soudain fait éclater leur complaisance. Amelia ne fronça pas les sourcils. Elle comprenait que lorsque le silence devient une habitude, on oublie comment parler et on craint ce que les mots pourraient déclencher. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle sortit sur son porche, l'air chargé du chant des insectes et du bruissement des branches nues. Une enveloppe blanche immaculée l'attendait sur le pas de la porte. Personne n'avait frappé à la porte, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, à l'encre violette tremblante, se trouvait une confession brève mais cruciale. J'ai travaillé chez les Hawley en 1971. J'ai été le dernier à voir Myriam vivante. Elle a pleuré cette nuit-là. J'ai entendu des cris dans le bureau, puis plus rien. Une semaine plus tard, j'étais renvoyé. J'ai gardé ce silence pendant 49 ans. Si vous avez besoin de mon témoignage, déposez une lettre sous la boîte timbrée de la poste, signée J.M. Amelia plia la note calmement en pas de larmes, seulement le sentiment qu'une porte cachée s'était enfin ouverte en grinçant. 3 jours plus tard, une deuxième lettre arriva, plus longue et plus détaillée. Son auteur signait Jeannette, et, avec une honnêteté tremblante, elle racontait le crime. J'étais domestique à la Villa Hawley de 1968 à fin 1971, et je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Myriam avait tout juste 19 ans, une orpheline recueillie par la gouvernante en chef. Elle parlait à peine, si ce n'est en chantant doucement pendant qu'elle travaillait. J'ai vu monsieur Arthur la traîner dans son bureau un jour, elle en est ressortie les yeux gonflés et les lèvres meurtries, mais personne n'a osé demander ce qui s'était passé. 9 mois plus tard, Jonah naissait, ses yeux noirs et ses cheveux bouclés en disaient long. Arthur feignit l'ignorance jusqu'à ce que le garçon l'appelle « Papa » devant les invités. Puis, cette nuit-là, 2 hommes étranges sont entrés dans la maison. On m'a ordonné de rester dans la cuisine, mais j'ai entendu la voix de Myriam se briser, suppliant « Laisse-moi le tenir une dernière fois ». Après cela, le silence s'est installé dans la maison. Le lendemain matin, la mère et l'enfant avaient disparu. Arthur prétendait que Myriam avait volé des objets de valeur et s'était enfuie. Mais j'ai vu du sang sur la poignée de la porte de la buanderie. 15 jours plus tard, la bibliothèque du 2e étage était remise en place, la pièce fermée à clé avait disparu. Craignant de ne jamais pouvoir échapper à ma complicité, j'ai démissionné. Je regrette mon silence chaque jour. Je suis désolé. La main d'Amelia tremblait tandis qu'elle achevait sa confession. Alia observait en silence, ni l'une ni l'autre n'avait besoin de mots pour comprendre les horreurs révélées. Elles étaient assises sous la lampe tamisée,
tenant les lettres comme de fragiles témoins. À l'aube, un autre chrysanthème blanc apparut près du puits, cette fois accompagné d'un simple mot, « Nous savons, et nous ne pouvons plus nous taire ». Quelques jours plus tard, Laurence, le vieil épicier, trouva Amélia dans sa boutique. Il ne dit rien, mais lui glissa une petite épingle à cheveux en plastique blanc dans la main. « J'ai trouvé ça près de la poubelle derrière chez moi, quelques jours après la disparition de Myriam. J'aurais aimé parler plus tôt. » Amélia serra l'épingle à cheveux sans un mot par acceptation, non pas reproche, car elle comprenait que la rédemption réside dans l'action, non dans les excuses. Une semaine après le dépôt de sa requête, le tribunal rendit une ordonnance, la villa Aulet devait être scellée. Chaque pièce devait être photographiée, chaque morceau de papier, chaque livre, chaque vestige devait être catalogué. Le nom de famille fut effacé de la signalisation locale, le blason du portail en fer recouvert d'une bâche blanche. La ville ne raconterait plus les histoires d'Arthur leur offrant leur première presse à imprimer ni les œuvres caritatives des Aulet. Seul le silence subsistait, pour laisser place à la vérité. Munie d'un jugement certifié par le tribunal, Amélia découvrit que Jonah Aulet, fils de Myriam Anninsley, avait été légalement rétabli. N'étant plus un enfant sans nom, il était enfin reconnu. Devant la façade délabrée de la villa, elle se tourna vers Alia, qui tenait un bouquet de chrysanthèmes blancs enveloppés dans du papier journal. « Aujourd'hui, dit Amélia doucement, je ne viendrai pas avec toi. » Alia hocha simplement la tête et se dirigea vers la lisière de la forêt, où elle disposa chaque fleur en un cercle parfait près du puits. Le vent agita ses cheveux tandis qu'elle inclinait la tête, s'excusant silencieusement au nom de tous ceux qui étaient restés silencieux. Cette nuit-là, la pluie tomba doucement, sans précipitation, comme si le ciel lui-même applaudissait un jugement attendu depuis longtemps. Chez elle, Amélia découvrit qu'Alia avait une forte fièvre. Son petit corps tremblait sous les couvertures, sa peau brûlante comme des braises. Amélia appela le médecin, mais la tempête avait réduit les appels au silence. Au lieu de cela, elle resta aux côtés de sa fille toute la nuit, rafraîchissant son front fiévreux et murmurant des prières dans l'obscurité. À minuit passé, Alia murmura sans ouvrir les yeux, « Jonah, ne pleure pas. Elle arrive. Ta mère est revenue. » Amélia se figea. Ces mots n'étaient pas ceux de sa fille, ils appartenaient à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui tendait la main au-delà du voile. Puis la fièvre retomba aussi soudainement qu'elle était montée, sa respiration se calma et son corps se détendit. Quelques instants plus tard, Alia ouvrit les yeux, croisant le regard de sa mère avec une clarté sereine. « Maman, dit-elle d'une voix ferme et sincère. » Des larmes coulèrent sur le visage d'Amélia non pas de chagrin, mais de soulagement tandis que ce seul mot abattait toutes les barrières de son cœur. C'était le son d'un espoir renouvelé, le premier souffle d'un avenir libéré du silence. Au matin, la lumière du soleil entrait par la fenêtre. Alia s'assit et sirota son porridge. « Que as-tu rêvé » demanda Amélia. La jeune fille secoua simplement la tête. « Je n'ai pas rêvé » murmura-t-elle. « J'ai vu la dernière chose dont il avait besoin. » Et à ce moment-là, le passé a finalement cédé, enfin effacé par la vérité, par le souvenir et par le refus obstiné d'une mère de laisser son enfant mourir 2 fois. Amélia lissa doucement les boucles brunes de sa fille, d'une voix douce et posée. « Certaines vérités ne se plient pas à la raison, » murmura-t-elle. Elles appartiennent au cœur, comme des promesses tenues en silence. Cet après-midi-là, Elia s'installa sur le porche, tremblante d'excitation, un crayon à la main. Elle esquissa son tout premier dessin, le garçon qui autrefois se blottissait dans l'ombre. Mais cette fois, la scène avait changé. Fini les cordes et les larmes. À la place, l'enfant se tenait, confiante, aux côtés d'une femme aux cheveux doux et bouclés, les mains jointes, marchant ensemble sous un dais de chrysanthème blanc. Dans le coin inférieur, Elia écrivit son nom en lettres nettes et déterminées, Elia Aulet, celle qui écoutait enfin. 1 an s'était écoulé depuis que les grandes portes de fer de la villa Aulet avaient été scellées. Aujourd'hui, elle s'ouvrait à nouveau, non pas pour le retour d'une famille nombreuse, mais pour un tout nouveau départ. Sur l'allée de briques usées, sous les carreaux striés par le temps, la maison renaissait sans effacer ses cicatrices. Le mur fissuré du couloir subsistait, témoin silencieux de mots non prononcés. L'escalier de bois où Elia se tenait autrefois à minuit, murmurant des phrases que personne d'autre ne pouvait comprendre restait ferme, guidant les pas vers des destinations inconnues. Au cœur de la villa se dressait désormais une lumineuse bibliothèque commémorative, la Fondation Jonah et Myriam, dédiée à la sauvegarde des voix perdues du monde. Lors de la cérémonie d'ouverture, le soleil enveloppait la cour d'une douce chaleur dorée et une douce brise soufflait dans la forêt,
porteuse d'une promesse de renouveau. Amélia se tenait juste à l'intérieur de la cour, la main entrelacée avec celle d'Elia, tandis que la foule dévoilait une plaque de laiton étincelante. Sa simple inscription reflétait la lumière: si quelqu'un lit ceci, les souvenirs ne sont pas faits pour être enterrés, mais pour être partagés. À l'intérieur de la bibliothèque, la grande salle de lecture Ali passé est présent. Les nouveaux parquets cirés reflètent la lumière du soleil à travers les encadrements de fenêtres d'origine, et une étagère basse en pain frais atteint la hauteur d'un enfant. Ces noms gravés Jonah Oley et Myriam Aninsley honoraient deux âmes autrefois ignorées. En face, les œuvres d'Elia, en constante évolution, tapissent les murs, de l'obscurité austère de ses premiers croquis à la tendre étreinte d'une mère et de son enfant au milieu des chrysanthèmes. Aucune légende n'interrompt les images, seule une phrase en dessous: voici ce que j'ai entendu, et ce que nous devons apprendre à écouter. Chaque semaine, à côté de ces portraits, la gardienne de la fondation rassemblait les notes manuscrites laissées par les enfants en visite. Des phrases griffonnées avec une sincérité tremblante: je pensais mériter le silence, mon professeur dit que personne ne me comprend, mais Elia si. Je veux dire à mon père que je n'ai pas tort. Étaient soigneusement rassemblées. Amélia rassemblait chaque note dans un volume relié intitulé « Choses qui n'ont jamais été dites », convaincue que chaque ligne était un écho vital de l'humanité dans un monde trop souvent sourd à ses propres murmures. Dans un coin tranquille, Elliot encadrait des séances pour les jeunes enfants. Cet après-midi-là, 5 petits étaient assis en tailleur, cahiers de coloriage ouverts et yeux brillants, attendant l'histoire d'Elia. Amélia observait de loin, la poitrine serrée par l'émotion. L'enfant, qui n'avait pas prononcé un seul mot pendant ses 8 premières années, tenait maintenant un livre d'images devant un public attentif. Elle lisait d'une voix si douce qu'on aurait pu la prendre pour un souffle d'air, mais si claire qu'elle résonnait dans chaque espace silencieux. Lorsqu'elle marquait une pause, les enfants attendaient patiemment, sans jamais la presser. Le courage d'Elia de continuer rencontrait leur confiance inébranlable. Après la lecture, Elia récupéra l'original plastifié d'une lettre de suicide longtemps cachée, dont les mots avaient été rendus visibles à tous. Les mains tremblantes, elle ouvrit le livre à la première ligne et murmura « Si quelqu'un lit ceci ». Sa voix plus douce qu'une feuille qui tombe, mais chargée du poids d'innombrables cris inaudibles. À cet instant, Léo, un petit garçon autiste muet, quitta sa place près de la porte du hall. Serrant une barrette à cheveux en plastique cassée en deux, vestige d'une violente dispute avec sa mère, il la déposa silencieusement sur une table proche. Puis, se retournant, il dessina un petit enfant qui se serrait contre lui. Elia ne demanda pas d'explication, elle se contenta de croiser son regard et d'acquiescer, sa compréhension lui étant transmise sans un mot. Dans les semaines qui ont suivi, la Fondation a lancé « Écouter pour guérir », invitant des enfants d'orphelinats, de centres pour personnes handicapées et d'écoles spécialisées. Là, on ne leur apprenait pas à parler correctement, mais on les encourageait à croire que leur voix comptait. Un coin de la bibliothèque, appelé le coin mémoire, proposait du papier et des crayons pour illustrer des sentiments trop complexes pour être exprimés par des mots. Elia y présidait, non pas comme enseignante, mais comme une artiste, coloriant à leur côté. Lorsque la main d'un enfant tremblait sur la page blanche, son toucher chaleureux guidait la sienne avec ce réconfort: j'ai eu peur moi aussi, mais quelqu'un m'a écouté. Un soir, une petite fille s'attarda près de la lueur de la lampe et se tourna vers sa mère. Maman, si je n'avais jamais entendu l'histoire de Jonas, saurais-je que j'ai une voix? Amélia s'agenouilla près d'elle, la serra doucement dans ses bras et murmura, tu es peut-être la voix que Jonas et Myriam ont confiée au monde. Parfois, Amélia se tenait sur le seuil de la bibliothèque, observant les visiteurs lui rendre un hommage silencieux. Une femme âgée déposait un chrysanthème sur le rebord de la fenêtre, un vieil homme, avec des béquilles, glissait un petit mot déchiré, empreint de regrets des décennies passées. Ces petits gestes étaient des fragments de souvenirs retrouvés, non plus cachés par la honte, mais illuminés par la compassion. La petite pièce où Jonah mourait autrefois de faim, derrière la bibliothèque, était désormais une salle de projection confortable pour les enfants autistes, assis côte à côte dans un silence reconnaissant. Le puits forestier restait ouvert, mais transformé en un mémorial vivant, entouré de chrysanthèmes blancs. Sur son socle de pierre, des lettres profondes déclaraient « Jonah Oley 1970 à 1975, fils de Myriam Aninsley, pas un enfant oublié ». En dessous, une gravure plus petite mais inébranlable, « Nul ne devrait mourir en silence ». Par une douce matinée de printemps, marquant le premier anniversaire de la Fondation, la communauté se rassembla près du puits. Aucune bannière ne flottait au-dessus de nos têtes, aucun discours ne résonnait dans l'air, seul un humble cercle d'enfants, d'enseignants, de villageois âgés et de témoins silencieux dont les yeux portaient des histoires trop longtemps cachées.
Elia s'avança, serrant contre elle un chrysanthème blanc frais. Elle s'agenouilla, déposa la fleur au pied de la stèle, puis se releva, le regard fixé sur les lettres gravées comme si elle lisait un visage qu'elle connaissait par cœur. Amélia s'attarda quelques pas en arrière, laissant sa fille honorer seule le passé. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était une vague tranquille qui déferlait sur le cercle. « Merci de nous avoir permis de voir. Merci de nous avoir parlé à travers un enfant que nous croyions autrefois incapable de parler. » Tremblante mais intacte, elle laissa glisser un tissu brodé de sa paume. Le vent l'emporta, l'envoyant tel un fragile papillon blanc jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le ciel ensoleillé. Personne ne tendit la main pour l'attraper. Un garçon s'avança avec une petite planche de bois sur laquelle était peinte la phrase qu'Elia avait apprise aux enfants à réciter ensemble. Il la posa contre le monument, et une fillette aux cheveux bruns commença de sa voix claire et grave, « Tu t'appelles » Les enfants se joignirent à la chanson, leurs différents tons et leurs hésitations se fondant en une seule déclaration, « Jonah Oley. Nous t'appelons par ton vrai nom. » Aucune correction ne suivit, leur unité ne résidait pas dans une prononciation parfaite, mais dans un acte commun de reconnaissance. Elia était assise sous la voûte luxuriante du puits, les lèvres tendues en un doux sourire, comme caressées par la brise de la forêt. « Elle l'emporte, murmura-t-elle, personne ne pourra plus l'enfermer. » Derrière les bancs en bois, Jeannette retira son chapeau, révélant des cheveux aussi blancs que des chrysanthèmes. Elle essuya une larme, car dans la voix d'Elia, elle avait perçu la douce résolution de Myriam, enfin libérée de la douleur. La cérémonie commémorative s'est terminée non pas par des applaudissements, mais par le silence, un silence nouveau qui évoquait la paix plutôt que la retenue. Amélia et Elia ont refait ensemble le chemin, s'éloignant de la villa non pas comme des fantômes hantés par le passé, mais comme des porteurs de noms enfin entendus. Avant de disparaître à la lisière de la forêt, Elia s'arrêta, jeta un coup d'œil à la pierre tombale du puits et murmura « Merci de m'avoir attendu. » Ce n'est pas l'histoire d'esprits agités, mais un témoignage, la souffrance ne disparaît que lorsque quelqu'un ose écouter jusqu'au bout. Si vous vous êtes déjà senti invisible dans un monde bruyant, si vous êtes resté silencieux, persuadé que personne ne se souciait de vous entendre, rappelez-vous, un seul auditeur fidèle peut sauver une âme que l'on croyait perdue. Merci de votre écoute. Puissiez-vous garder cette douce conviction, parfois, le murmure le plus doux et un nom prononcé avec compassion sont plus forts que le cri le plus féroce.